Partout où vous allez, suivez-nous sur le www.elittv1.net. www.elittv1.net. Radio de l'éthique à la Élite Radio de Élite Radio, à la nous sommes au cœur du Élite numérique. Radio, nous sommes au cœur du numérique. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce deuxième panel de la deuxième édition du sommet pour le sommet international sur la modernisation du droit en Haïti. Je suis Benzico Pierre et il m'incombe la responsabilité ce matin de modérer ce panel. Et c'est un honneur pour moi. Je tiens à remercier toute l'équipe de ce sommet, particulièrement M. Vika Luc qui est à l'initiative du dit sommet. Donc, ce deuxième panel porte sur le rôle du Parlement dans la reddition des comptes. Et je dois dire que ce panel intervient à un moment particulier de notre histoire de peuple, parce que il y a pratiquement 6 ans, le Parlement haïtien est malheureusement dysfonctionnel, pour faire référence au deuxième lundi de janvier 2020. Mais malgré ces rendez-vous ratés avec la démocratie, en ce sens que toutes les fonctions ne fonctionnent pas, ça ne veut pas dire que les élites de ce pays doivent arrêter les réflexions sur le pays. Au contraire, il nous faut continuer à comprendre les fondements de notre gouvernance, les fondements de la politique en Haïti, le rôle essentiel de nos institutions, de telle sorte que l'on puisse renforcer notre démocratie. Donc ce matin, c'est sûr, nous allons être entretenus sur le rôle du Parlement dans la reddition des comptes, mais avec une personnalité particulière. Un homme qui a été un haut fonctionnaire et surtout un homme d'État. Et son parcours doit inspirer les générations à venir. Et je fais l'occurrence à notre Excellence, l'ancien président de la République, M. Justin Brivert, qui a été, entre autres, secrétaire d'État aux Finances, qui a été directeur général de la DGI, qui a été parlementaire et bien évidemment président de l'Assemblée nationale, et surtout qui a été président de la République, qui a dirigé une transition ayant conduit aux élections du feu président Jovenel Moïse. Donc, je vous invite ce matin à être très attentif. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Et en ces termes, je dis merci au président d'avoir accepté de faire cette présentation. Et président, bienvenue. La parole est à vous. Mes remerciements les plus patriotiques et les plus chaleureux aux organisateurs de ce deuxième sommet international sur la modernisation du droit. Je pense tout particulièrement à Maître Rebecca, qui m'a offert l'opportunité d'intervenir dans ce grand événement. Et aussi à mon cher ami, je dirais mon fils, Benzico Pierre, qui a eu la gentillesse d'introduire cette présentation. Mon intervention de ce matin porte sur le rôle du Parlement dans la reddition des comptes. Et à ce titre, je rappelle que la Constitution de 1987, que le peuple haïtien avait voté massivement le 29 mars 1987, dès son premier préambule, a jeté les bases d'un état de droit basé sur le principe de la séparation des pouvoirs. Et justement, dans ces articles 52 à 61, cette Constitution fixe les responsabilités des 3 pouvoirs constitutifs de l'État et particulièrement l'obligation à ce qu'aucun des pouvoirs ne doit ni en tout ni en partie transférer ses attributions à un autre pouvoir. Or, la présentation de ce matin va démontrer que malgré ces bonnes volontés exprimées par les constituants référendaires de 1987, l'exécutif continue toujours à s'interférer dans les attributions des autres pouvoirs. Et cette interférence n'est pas sans conséquence sur la reddition des comptes, objet de notre présentation de ce matin. Je vous invite à interagir avec moi dans cette présentation. Merci de votre invitation et bonne écoute. Diapositive 2. Pourquoi on doit asseoir la reddition des comptes? La reddition des comptes participe de ce qu'on appelle la responsabilité qui incombe
aux autorités élues d'assurer la transparence de l'action publique par le contrôle démocratique de l'exécutif par les instances qui sont préposées à cette intervention. Et ceux qui détiennent les rênes du pouvoir doivent constamment se rappeler qu'ils ont l'obligation de rendre compte de l'utilisation qui est faite des biens publics. Et ça confirme aussi la pleine légitimation des institutions républicaines. En absence de cette obligation de reddition des comptes, ça favorise ce que le peuple haïtien n'a cessé de dénoncer, c'est la corruption qui s'est institutionnalisée dans la gestion des affaires de l'État et le règne de l'impunité qui continue à être la norme, et ça dégénère en la perte de confiance des citoyens dans les institutions publiques et qui se traduit par cette absence manifeste de la population à travers le processus électoral. Et en conséquence, l'instabilité politique dans laquelle nous nous retrouvons depuis presque 10 ans est symptomatique de cette absence de reddition des comptes à laquelle les autorités se trouvent complaisamment habitués. Numéro 2. Le Parlement haïtien joue un rôle fondamental dans ce processus de reddition des comptes. Et le Parlement haïtien, je dois le rappeler, est constitué de 2 chambres représentatives. C'est la Chambre des députés, dont les membres sont élus au suffrage universel direct par les citoyens et qui est chargée, de concert avec le Sénat de la République, d'exercer toutes les prérogatives incombant à ce pouvoir. Donc, les principales attributions du Parlement sont consignées à travers différents articles de la Constitution et aussi par les règlements internes des 2 chambres. Et au terme de la Constitution, le Parlement, les 2 points du Parlement peuvent se réunir ou doivent se réunir en Assemblée nationale pour implémenter certaines grandes décisions, parmi lesquelles c'est l'Assemblée nationale en chambres séparées. Les 2 chambres participent à la ratification du Premier ministre, de son gouvernement et de la politique générale. Et elle reçoit aussi la prestation de serment du président de la République et approuve certaines décisions importantes, parmi lesquelles, s'il incombe au président de la République de négocier les traités, accords et conventions internationaux, c'est aux 2 chambres de les ratifier en Assemblée nationale avant leur entrée en vigueur. Et les 2 chambres aussi, en Assemblée nationale, disposent de prérogatives dans certaines circonstances d'élire un président provisoire de la République. Voici les principales attributions qui sont communes non seulement aux 2 chambres, qui peuvent se réunir individuellement pour approuver certaines, et en Assemblée nationale pour élire, pour prendre certaines décisions. Les 2 chambres disposent de prérogatives qu'on dirait complémentaires, non complémentaires mais parallèles. Les 2 disposent des mêmes prérogatives: représenter les mandants d'une manière générale, une fonction législative qui les habilite à voter des textes proposés, présentés par l'exécutif, et même des textes aussi qui émanent de l'Assemblée, ce qu'on appelle des propositions de loi. Ces 2 textes, ces textes, qu'ils émanent de l'exécutif, qu'ils émanent de propositions venant des parlementaires, ils doivent être ratifiés par les 2 chambres pour devenir loi. À côté de la fonction de représentation, fonction législative, le Parlement existe une fonction de contrôle, le contrôle de l'action gouvernementale. Complémentairement aux attributions communes aux 2 chambres, le Sénat dispose de certaines attributions qui lui sont propres. En tout premier lieu, une fonction de recrutement. Certains postes exercés au niveau de certaines institutions publiques, les membres devant les occuper sont recrutés directement par le Sénat de la République. Je pense tout particulièrement
à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. C'est au Sénat qu'incombe la responsabilité de lancer les avis de recrutement, de faire les analyses, de faire les audiences et pourquoi pas de choisir les 10 juges devant être nommés par le pouvoir exécutif pour exercer pendant 10 ans la fonction de juge à la Cour de cassation. Le Sénat aussi a une fonction d'approbation. Certaines nominations à être effectuées à la tête de certaines institutions de la République, telles que le directeur général de la police nationale, les ambassadeurs et les consuls généraux, les conseils d'administration des organismes autonomes et entreprises publiques, toutes ces nominations, avant d'être confirmées par le pouvoir exécutif, exigent notamment la ratification des citoyens appelés à les exercer par le Sénat de la République. Le Sénat, en plus de cette fonction d'approbation, a aussi une fonction de proposition. Le Sénat intervient dans l'indépendance du pouvoir judiciaire. Les juges à être nommés à la haute cour de justice, à la cour de cassation, la plus haute cour de justice de notre pays, les juges à être nommés à ces fonctions doivent être recrutés, proposés à l'exécutif par le Parlement en fonction de 3 noms par siège disponible. Et la dernière fonction qu'exerce le Sénat en toute indépendance, indépendamment, je dirais, de la Chambre des députés, c'est la fonction juridictionnelle. Et c'est le Sénat, au thème de l'article 186, qui s'érige en haute cour de justice pour juger le président de la République, le Premier ministre, les ministres, certains grands commis de l'État pour crimes de haute trahison et tout crime et délit. L'article 157 de la Constitution dit « Le gouvernement conduit la politique de la nation et est responsable devant le Parlement dans les conditions prévues par la loi. » S'il revient au président de la République de concert avec le Premier ministre de former le gouvernement, mais l'action gouvernementale conduite par le Premier ministre incombe, le contrôle de cette action incombe au pouvoir législatif à travers ces 2 chambres. Voilà. Pourquoi insister sur le contrôle de l'action gouvernementale? Le contrôle de l'action gouvernementale a comme finalité, c'est de renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques. C'est ce que c'est responsable des dirigeants et dirigeantes par rapport aux actions qu'ils conduisent dans l'intérêt de la population. Et ce contrôle permet aussi de restaurer la confiance des citoyens et citoyennes par rapport aux autorités qu'elle a choisies à travers le processus électoral. Et l'article 129.2 de la Constitution nous dit que le droit de questionner et d'interpeller un membre du gouvernement ou sur les faits et actes de l'administration est reconnu à tout membre du corps législatif. Et ce contrôle est exercé de différents moyens, à travers des convocations, à travers des invitations, à travers des audiences publiques et même à travers une motion de censure qui peut sanctionner les cas d'une mauvaise gestion émanant du chef du gouvernement ou du gouvernement tout entier. Loi de finances que nous appelons communément le budget. En matière de loi de finances, 2 terminologies sont utilisées dans notre système pour parler de seul et même document. Et je me plais toujours à dire qu'une seule finance publique. On parle de la loi de finances comme un acte juridique qui autorise le budget, alors que le budget, c'est l'ensemble, c'est la compilation des dépenses, des recettes et des dépenses appelées à financer les principales actions de l'exécutif. Donc, le budget est à l'intérieur de la loi de finances. Mais par contre, dans notre système,
les différents gouvernements se sont attelés à donner deux terminologies différentes en matière de budget. Quand le même texte présenté par l'exécutif dans les conditions prévues à l'article 101 de la Constitution et que ce même texte a reçu l'aval des deux chambres du Parlement, il est publié sur la terminologie de loi de finances. Alors que quand le gouvernement s'est abstenu d'organiser les élections régulières pour renouveler le personnel politique, on se retrouve en permanence à parler de dysfonctionnement du Parlement. Et à ce moment-là, le pouvoir exécutif se donne des prérogatives pour édicter lui-même son budget et l'appelle désormais budget de la République avec une loi de finances. À cette loi qui détermine l'orientation qu'entend donner le gouvernement pour l'exercice en cours. OK? Ça va maintenant? OK. OK. Le gouvernement élabore le projet de loi de finances. L'article 111 exige que les projets formés à cette fin doivent prioritairement déposés à la Chambre des députés. Le même projet est transmis au Sénat de la République pour son examen et son vote. Lors de l'examen des lois de finances, conformément au 7e préambule de la Constitution, exigeant que toutes les décisions engageant la vie nationale soient l'objet de concertation et de participation de toute la population, les deux chambres ont l'obligation de lancer des consultations au niveau des acteurs politiques, des acteurs de la société civile et même de leurs mandants pour présenter, analyser le budget et avant même de procéder à son approbation. Au moment de son approbation, il ne s'agit pas uniquement des mesures fiscales, des recettes fiscales. Le Parlement doit analyser les mesures fiscales qui abroient certaines lois fiscales, qui augmentent les impôts aussi bien qu'ils augmentent les charges. Et dans l'examen de la loi de finances, le Parlement dispose de prérogatives pour amender certaines allocations de crédit, les réaffecter à d'autres secteurs d'activité que le Parlement juge prioritaire. La principale exigence, qu'il y ait des amendements ou réaffectations quelconques, le Parlement doit toujours veiller à maintenir l'équilibre du budget. Donc, le budget, d'une manière générale, nous montre ce que nous voulons faire, alors que la loi de finances nous donne l'autorisation de le faire. Et cette autorisation, une fois qu'elle est acquise, ça crée l'exigence pour ceux qui sont appelés à l'exécuter, à rendre compte de l'utilisation qui en est faite. D'une manière générale, le Parlement, en votant le budget, autorise la collecte des recettes, autorise l'engagement des recettes. Il revient maintenant au gouvernement de dire au pouvoir législatif, vous m'avez autorisé à collecter 345 milliards de gouttes pour accomplir telle ou telle responsabilité. Aujourd'hui, je viens devant vous pour vous dire que l'autorisation que vous m'avez donnée a été exécutée telle qu'elle a été insérée dans la loi de finances. Et à ce moment-là, on parle de bonne exécution des lois de finances. Quelles sont les institutions qui sont compétentes en matière de contrôle de l'exécution des lois de finances? L'inspection générale des finances, créée à partir des années, au tout début des années 2000, 2004 ou 2005, assure un contrôle interne de l'exécution des lois de finances.
situé au sein du ministère de l'Économie et des Finances. Mais le contrôle externe est exercé par la Cour supérieure des comptes et du conseil administratif et par la commission bicamérale de décharge. Mais ce contrôle de l'exécution du budget ne se limite pas uniquement à la commission bicamérale. Les commissions permanentes des deux chambres peuvent à tout moment inviter les ministres, faire des vérifications sur place, interpeller les ministres, les auditionner et même se déplacer pour faire des enquêtes sur le terrain. Et ça incombe aux commissions permanentes des deux chambres. Alors que la commission bicamérale, c'est celle qui est prévue à l'article 233 de la Constitution, obligeant les deux chambres, dès la première session dès l'ouverture de chaque session législative, de constituer une commission bicamérale de 15 membres, dont 9 députés et 6 sénateurs, chargés de vérifier, d'auditer les comptes des ordonnateurs principaux que sont les ministres, en vue de permettre aux deux chambres de leur accorder des charges. Il est dit, à travers cet article, que la commission bicamérale peut faire appel à des spécialistes pour l'aider dans cette tâche. Il n'est nullement dit que le Parlement a l'obligation de s'adresser à la Cour des comptes pour auditer les comptes des ministres. La commission bicamérale dispose de toutes les compétences constitutionnelles pour exercer ce contrôle régulier et permanent des dépenses publiques. Il se trouve malheureusement que le Parlement ne dispose pas de compétences suffisantes dans les domaines de la comptabilité publique, des finances publiques, pour procéder elle-même à cet audit et se réfère ordinairement à la Cour des comptes. Moi, je dis toujours, suite à la Cour peut recommander des charges alors que le Parlement refuse la décharge, tout comme la Cour peut exiger une mise en débat et le Parlement décide d'accorder des charges. Ma position, c'est que le contrôle parlementaire ne vise pas uniquement à s'assurer de la régularité, de la justice des dépenses, mais plutôt de l'opportunité des dépenses. Or, qui peut juger de l'opportunité des dépenses engagées par un ministre? C'est le Parlement, qui sait dans quelles conditions ces dépenses ont été effectuées. Il est à même de décider est-ce qu'il y a lieu ou pas d'accorder des charges quand certaines irrégularités ont été constatées dans le contrôle de l'exécution du budget. Quels sont les textes juridiques qui régissent la reddition des comptes? Un tout premier, c'est la Constitution. La Constitution, dans divers articles, parle notamment de l'obligation de reddition des comptes. Là, je me permets de rappeler l'article 21 de la Constitution, l'article 186 et l'article 233. Il y a la loi du 4 mai 2016 aussi, qui porte le titre de loi sur le processus de préparation et d'exécution des lois de finances. Je me permets de donner une petite anecdote par rapport à cette loi. En 2005, l'administration Alexandre Latortue effectivement avait édicté un décret portant le titre de loi organique sur le processus d'élaboration et d'exécution des lois de finances. Ce décret permettait au gouvernement, en absence d'un vote de la loi de finances par le Parlement, de publier son texte sous forme de décret. Or, il se trouve que le mot décret n'est prévu nulle part dans la Constitution. Aucun article de la Constitution n'habilite le pouvoir exécutif à édicter des décrets. Or, comment, dans le cadre d'un État démocratique, avec un Parlement fonctionnel, que l'exécutif publie un décret en lieu et place d'une loi de finances? Par rapport à cette anomalie que j'avais observée à travers ce décret, j'ai consulté divers acteurs politiques, le gouvernement, et j'ai transformé ce décret
en loi. Cette proposition de loi que j'avais soumise à mes collègues sénateurs en mai 2012 a été approuvée par le Sénat en mai 2012. Il a fallu que je sois président de la République pour que les collègues de la Chambre des députés aient eu à se prononcer sur cette proposition de loi, à l'adopter et qui a été promulguée et publiée par celui qui l'avait conçu. Donc, il y a aussi le décret du 23 novembre 2005 sur la Cour des comptes qui indique les trois principales institutions impliquées dans le processus de reddition des comptes. L'Inspection générale des finances, dont j'ai parlé tantôt, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, et effectivement les commissions permanentes des deux chambres. Il y a aussi la loi d'une hypothèque légale sur tous les biens de tous ceux qui se retrouvent à gérer les fonds publics. Qu'il s'agisse des ordonnateurs, qu'il s'agisse des comptables de droit que des comptables de fait. Apparemment, il y a un petit sujet de télé. On y est? OK. C'est bon, vous pouvez continuer, c'est bon. Le Parlement et le contrôle des finances publiques. Le contrôle de l'exécution des lois de finances se base sur l'analyse des comptes généraux. Les comptes généraux, c'est ce document exigé à l'article 227 de la Constitution que le pouvoir exécutif doit transmettre au Parlement un mois après l'ouverture de la première session de l'année législative. Ce rapport sur les comptes généraux doit être présenté accompagné du rapport de la Banque centrale et de la Cour des comptes. Les rapports d'audit sont audités par le Parlement et c'est à travers ces rapports que le Parlement peut décider d'accorder ou pas. Et lors de son analyse des lois de finances, le Parlement peut être habilité à corriger des irrégularités ou refus d'octroyer des charges à ceux qui ont eu à les chérir. Et quand il y a eu, le Parlement est satisfait de la bonne tenue par le gouvernement de la gestion des fonds publics, il accorde des charges. Quand il n'est pas satisfait de cette gestion, le responsable en charge, qu'il s'agisse de l'ordonnateur principal, les ministres, le Parlement émet un avis de débet et cet avis de débet est assorti d'une mise en accusation. Et c'est là que va intervenir la Haute Cour de justice prévue à l'article 186 de la Constitution. Est-ce que tout le monde arrive à entendre le président? Est-ce qu'il vous arrive d'entendre le président? Est-ce qu'il y a un souci d'Internet? Quelqu'un peut écrire dans le chat? Non, on n'entend pas. On n'entend pas. Écrivez dans le chat si tout va bien, s'il vous plaît. Ça coupe, je vois rien. Il y a une coupure. Attendons. Il n'y a pas de son, OK. Et maintenant, Oui, c'est bon là, c'est bon.
Très bien. Bonjour, Excellence. OK. Il y a certes les institutions, on en a créé plusieurs. On a la Cour des comptes, le Parlement, l'Inspection générale des finances, récemment l'unité de lutte contre la corruption, l'unité centrale de renseignement financier, toute une panoplie d'institutions créées pour asseoir cette réduction des comptes et éviter la répétition des scandales de corruption et promouvoir la moralité publique, la gestion des affaires de l'État. En dépit de cette pléthore, cette panoplie d'institutions et l'existence d'un cadre juridique approprié, on est à se demander est-ce que la reddition des comptes est inscrite dans nos mœurs? Et là, malheureusement, la réponse est non. Et les principales causes en sont cette caducité récurrente du Parlement. Depuis les premières élections générales de 1990, qui a ouvert la voie à la session, à la première législature en 1991, à aucun moment donné, malheureusement, nos différents gouvernements ne se sont pas souciés d'assurer régulièrement le renouvellement du personnel politique. En 4 ou 5 occasions, nous avons eu à vivre des cas de dysfonctionnement du Parlement. Et chaque fois qu'il y a ce dysfonctionnement, c'est tout le mécanisme de reddition des comptes qui en pâtit. À cette faiblesse, je dois reconnaître aussi la faible capacité technique du Parlement. Les parlements sont constitués de citoyens élus par leur circonscription respective pour voter des lois, pour contrôler le gouvernement et pour les représenter. Malheureusement, le Parlement n'est pas toujours doté, à travers ses élus, de compétences suffisantes pour mieux gérer les différentes responsabilités qui incombent au Parlement. À cette déficience au niveau des élus se pose celle d'un encadrement technique. S'il est vrai que le gouvernement, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire est assisté par certains experts fournis la plupart du temps par les principaux partenaires d'Haïti, le Parlement, malheureusement, est traité en fils de parents pauvres. Les quelques, je dis le mot, 60 000 gourdes octroyées par le Sénat à chaque sénateur pour se doter d'un consultant technique, malheureusement, n'est pas incitatif pour attirer de vrais experts dans les domaines sur lesquels le Parlement est appelé à intervenir. À cela aussi, il nous faut aussi confirmer qu'il y a une absence de volonté politique de la part du gouvernement de promouvoir cette indispensable reddition des comptes qui est la base même des démocraties modernes. Fort de ces crises institutionnelles, caducité du Parlement, faible capacité technique des parlementaires, absence de volonté politique, se posent des cas emblématiques. Et on peut se demander, 38 ans d'existence de la Constitution, on peut compter sur les doigts d'une main, pas même sur la d'une main, les rares cas où l'exécutif a eu à déposer la loi de règlement. Pendant mes 5 ans au Parlement, un seul projet de loi de règlement a été déposé. Il a été voté.
de champs. Or, la loi de règlement est annuelle au même titre que la loi de finances initiale, que les lois de finances rectificatives. Or, dans ma compréhension, le vote de la loi de règlement devrait signifier que même s'il y a eu des irrégularités dans l'exécution du budget, par son vote, le Parlement a régularisé. Et ça devrait impliquer des charges automatiques à tous ceux qui ont eu à gérer irrégularités dans l'exécution. Il y a aussi une utilisation abusive par l'exécutif. Il y a aussi une utilisation abusive. Et là, je me permets de citer deux cas. Le cyclone Sandy a ravagé le Grand Sud en 2012. Et le gouvernement, pour faire face à l'urgence créée par le passage du cyclone Sandy, avait déclaré l'état d'urgence. Et en déclarant l'état d'urgence, ça l'a autorisé, conformément à l'article 39 de la loi portant loi sur la préparation et l'élection de la finance, à activer le mécanisme de crédit limitatif, permettant au gouvernement de mobiliser des fonds qui n'étaient pas prévus dans le budget pour cette catastrophe. Mais il est indiqué, quand il y a eu cette déclaration d'urgence et utiliser des crédits limitatifs, le gouvernement est tenu, un mois après cette déclaration, de soumettre à la ratification du Parlement une loi devant confirmer ou rejeter les crédits limitatifs qui ont été engagés. Malheureusement, c'est le non-dépôt de ce rapport par les différents pouvoirs exécutifs, toujours à l'origine de certaines crises parlementaires. Je reprends le cas du cyclone Mathieu. Alors que j'étais président, le cyclone Mathieu a dévasté le Grand Sud, 2 milliards de dollars de pertes, 2 millions de compatriotes logés dans des tentes, des routes, des infrastructures routières, scolaires, sanitaires détruites. J'ai refusé de prendre un arrêté déclarant l'état d'urgence, obligeant le gouvernement à rester dans les limites prévues par les lois pour engager les fonds publics. Malheureusement, c'est 2 ans plus tard que le président Moïse va lui-même faire cette déclaration d'état d'urgence. Et c'est l'une des raisons qui est à l'origine de la première crise qui a éclaté entre le Parlement et l'administration du président Moïse. Je peux même mentionner aussi le cas du cyclone Noël, du cyclone Sandy et du cyclone Noël. Donc, je peux aussi évoquer le cas de la prolifération des fonds de concours. Les fonds de concours qui représentent une dérogation au principe de l'universalité budgétaire, obligeant le gouvernement à déposer toutes les recettes dans un seul panier et à sortir toutes les dépenses de ce même panier à travers les fonds de concours. Certaines ressources sont affectées à certaines dépenses particulières. Et au titre des fonds de concours, je peux mentionner le FER, le FNE, la contribution au fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales et, en fin de compte, le fonds de développement du tourisme. Malheureusement, il n'est pas certain que l'utilisation des fonds réponde aux normes de reddition des comptes. À cela s'ajoute le manque de volonté de l'exécutif à procéder à la ratification des conseils d'administration des organismes autonomes. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Les principaux organismes autonomes sont laissés à la seule initiative
des directeurs généraux. Or, les directeurs généraux ne jouent que le rôle de secrétaire exécutif du conseil d'administration. Au terme de l'article 141 de la Constitution, tous les conseils d'administration des organismes autonomes devraient être soumis à l'approbation du Sénat de la République. À date, il n'y a que les... Alors, à date, et au cours des dernières années, il n'y a que les conseils d'administration de la Banque nationale de crédit et de la Banque de la République d'Haïti qui ont eu à être ratifiés par le Sénat de la République. Pour toutes les autres organes, pour tous les autres organismes autonomes et entreprises, ces institutions en dehors du conseil d'administration, en dehors de la ratification du conseil, tel que l'exige la Constitution de la République. Okay. Dans l'exercice du budget, il y a plusieurs façons de le voir. Quelle est la nature du crime commis par un ministre? Un ministre qui gère mal, qui dilapide, qui gaspille, qui profite pour son usage personnel des ressources publiques mises à sa disposition, il commet un crime qu'on appelle le crime de haute trahison. Et c'est clairement spécifié à l'article 21 de la Constitution. Cet article dit clairement: le crime de haute trahison consiste par le fait de tous ceux de violer la Constitution par ceux chargés de la faire respecter. Le crime de haute trahison s'entend par le fait de violer la Constitution par ceux chargés de la faire respecter. Et deuxièmement, par le fait de voler les biens de l'État confiés à sa gestion. Quelqu'un qui viole les biens de l'État confiés à sa gestion commet un crime de haute trahison. Non, retour. Là où j'étais. OK. Crime de haute trahison. La Chambre des députés, la Chambre des députés est l'instance chargée de mettre en accusation un ministre reconnu d'avoir mal géré les biens confiés à sa gestion, et c'est à cette Chambre de conduire l'enquête irrelative. Par contre, pour mettre en accusation un ministre, il faut un vote en assemblée plénière à la majorité des 2/3 de la Chambre. Vous comprenez pourquoi il y a cette majorité qualifiée? C'est pour empêcher que 2, 3, 4, 5, 6 parlementaires ne mettent en péril l'action gouvernementale. Pour mettre en accusation un membre du gouvernement, faudrait-il bien qu'il y ait vraiment matière et que ce soit le corps lui-même qui comprend l'importance de cette mise en accusation. La juridiction compétente n'est autre que la Haute Cour de justice. C'est le Sénat qui s'érige en Haute Cour de justice, comme je l'ai dit tantôt, pour juger le président de la République, le Premier ministre, les ministres, les membres du Conseil électoral permanent, les membres de la Cour suprême des comptes et du contentieux administratif, éventuellement les membres du pouvoir judiciaire, pour des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Les sanctions qui sont prévues par la Constitution, c'est la déchéance, la destitution et l'emprisonnement. Mais contrairement à une idée qui est véhiculée, il n'est pas dit que ce sont les seules sanctions qui sont prévues en cas de crime de haute trahison. Les condamnés seront traduits devant les tribunaux ordinaires en application des peines prévues et pour les dédommagements dus à l'État. La Haute Cour de justice ne prononce que la déchéance, que la destitution, mais par contre, pour ça, les autres peines prévues, les condamnés seront traduits devant les tribunaux ordinaires.
Donc, la Cour des comptes ne finalise pas l'action d'un membre du gouvernement. La condamnation va se poursuivre par devant les tribunaux ordinaires. On peut avancer maintenant. Reddition des comptes ou règlement de compte? Pourquoi est-ce que la reddition des comptes et les règlements de compte traduisent une seule et même réalité? Les deux chambres, les deux pouvoirs, et l'exécutif et le judiciaire, les deux ne se sont pas montrés de bons acteurs en matière de reddition des comptes. Le pouvoir exécutif utilise le pouvoir judiciaire à des fins de persécution exécutive. C'est un moyen d'atteindre certains objectifs politiques. Je prends deux cas emblématiques. Le dossier mon arrestation en 2004. Le pouvoir exécutif a utilisé le pouvoir judiciaire qui ne s'est pas montré indépendant ou accomplir les velléités du pouvoir exécutif. En deuxième lieu, je rappelle le cas où un ministre en fonction en 2011, un ministre encore en fonction en 2011, a été convoqué au parquet sur instruction du président pour répondre à des accusations de corruption. Je ne parle pas des mandats d'amener qui ont été décernés contre deux de mes ministres par un commissaire du gouvernement qui a été renvoyé pour avoir détourné de son parquet des éléments du corps et qui ne se rappelle pas le scandale monstrueux à la cathédrale de Port-au-Prince le 7 février 1991 où le président provisoire avait reçu du commissaire du gouvernement un mandat d'arrêt alors qu'il participait à la cérémonie, au tédium solennel organisé à l'occasion de l'investiture du nouveau président fraîchement élu. Il y a eu aussi des nominations et révocations irrégulières au sein de la magistrature. On se rappelle pourquoi l'administration Alexandre Latortue avait renvoyé 3 juges de la Cour de cassation après que ces derniers aient eu à rendre une décision judiciaire. Et pas plus tard qu'en 2020, 3 juges à la Cour de cassation ont été renvoyés par le président Moïse. Donc, on comprend que le pouvoir exécutif utilise des prérogatives qu'il ne dispose pas pour interférer dans la gestion du pouvoir judiciaire. Et il y a aussi cette interférence malsaine de l'exécutif dans la gestion du pouvoir législatif. Depuis 2020, le pays est privé de parlement. Le pays est privé de parlement parce que le président de la République a loupé les principaux échéanciers électoraux prévus par la Constitution pour renouveler le personnel politique. Il a profité du fonctionnement qu'il a sciemment provoqué pour s'attribuer des prérogatives que la Constitution ne lui reconnaît pas, des prérogatives législatives. Il n'y a pas que le pouvoir exécutif à utiliser ses prérogatives
pour bloquer toute démarche de reddition des comptes ou transformer l'urgence de la reddition des comptes en règlement de compte, le Parlement n'est pas innocent non plus. Plus d'une fois, l'absence, la question de décharge est constante. Moi, je dis que le Parlement s'attribue des compétences qu'il n'a pas. Comment le Parlement, qui n'a pas autorisé un gouvernement à engager des fonds publics, comment peut-il être à même de juger, c'est malheureusement à freiner certaines velléités politiques de ceux que certains parlementaires identifient comme des potentiels adversaires politiques. Et je doute fort que pendant de 91 à nos jours, qu'il y a eu beaucoup d'anciens responsables publics à avoir reçu des charges du Parlement telles que l'exige la Constitution, alors que la décharge aurait dû être annuelle, comme je l'ai mentionné tantôt, et c'est prévu à l'article 233 de la Constitution. Des parlementaires jugés partis, comme certains membres du Parlement se prenant comme des agents de développement, se disant agents de développement, se sont retrouvés au même titre que l'exécutif à engager des fonds publics, à réaliser des projets dans leur circonscription en recevant des allocations ou bien des fonds du trésor public. Comment peuvent-ils en toute honnêteté juger les comptes des ministres quand eux-mêmes aussi ils disposent de fonds publics pour des projets qu'eux-mêmes ils identifient? Donc, cette situation de juger parti est contraire au principe de neutralité qui doit gouverner tous ceux chargés d'assurer l'indispensable reddition des comptes incombant aux fonctionnaires publics. Il y a un flou juridique autour du rôle de la Cour des comptes. Je l'ai toujours dit. La Cour des comptes est la deuxième entité chargée du contrôle externe du budget de la République. La Cour des comptes n'a pas compétence sur l'audit des ministres. Et la Cour des comptes audite les ministres sur demande des présidents des deux chambres du Parlement. Elle audite et fait un rapport au Parlement. C'est au Parlement de décider qu'est-ce qu'il va faire de ce rapport. Voir un président dire tous ceux qui détiennent un rapport favorable de la Cour des comptes, la Cour des comptes ne peut pas émettre de rapport favorable pour un ministre. La Cour des comptes fait un travail pour le Parlement, il soumet son rapport au Parlement, c'est au Parlement de décider. Donc, ce flou juridique autour du rôle de la Cour des comptes dans la vérification des ministres est aussi un handicap qui permet au Parlement d'utiliser cette compétence soit pour régler les comptes, plus pour des règlements de comptes qu'en lieu et place de l'indispensable reddition des comptes. Autre faiblesse que nous avions constatée, c'est la forte dépendance vis-à-vis de l'exercice du pouvoir judiciaire. Intervient particulièrement dans des cas sous demande de l'exécutif. Et je me rappelle encore certains cas. Des scandales de corruption publics annoncés, malheureusement, n'ont jamais franchi le seuil de procès. Et cette inefficacité constante en matière de décision relative à la reddition des comptes incombe particulièrement au pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est actif quand il s'agit de faits. Or, il se trouve aussi que pendant les dernières années, nombre de membres du système judiciaire en charge de certains grands scandales impliquant
des acteurs politiques se sont retrouvés du jour au lendemain candidats aussi au même fond. Certains membres de ce pouvoir utilisent leur position non pour assurer la reddition des comptes, mais pour se faire une visibilité politique en fonction des prochaines élections. Les instances de contrôle, je l'ai dit tantôt, sont à la fois juges et partis. C'est le cas du Parlement. Là se pose un problème sérieux. Le Parlement est chargé d'accorder des charges aux ordonnateurs principaux que sont les ministres. Mais quelle instance publique est habilitée à accorder des charges aux membres de la Cour des comptes? La Cour des comptes, comme juridiction des comptes, est bénéficiaire aussi de fonds du Trésor public pour son fonctionnement. Qui a autorité pour auditer la gestion des ordonnateurs de la Cour des comptes? De 1992, où diverses compositions de la Cour des comptes ont été installées, je doute fort qu'il y a un moment donné où la Cour a été auditée, a eu à rendre compte de la gestion qu'elle a faite des ressources mises à sa disposition. C'est la Cour qui s'auto-décharge elle-même. Et là, le décret du 23 novembre 2005 portant organisation et fonction de la Cour des comptes intime au Sénat de la République la responsabilité dès le mois d'avril de chaque année pour recruter une firme d'audit chargée de l'audit, une firme privée d'audit chargée de l'audit de la Cour des comptes. Une telle démarche n'a jamais été entreprise malheureusement. En avril 2012, alors que je devrais, en tant que sénateur, commencer à lancer les avis de recrutement pour une nouvelle composition de la Cour des comptes, j'ai eu à solliciter une firme d'audit à faire un appel d'offres pour recruter une firme d'audit chargée de cet audit indispensable. Plusieurs firmes ont soumissionné, firmes comptables, firmes d'audit privé. Malheureusement, celle qui a été retenue, le Parlement ne disposait pas de suffisamment de ressources pour l'embaucher et la démarche n'a pas eu d'effet. Donc, de 80 jours, à aucun moment donné, les ordonnateurs de la Cour des comptes n'ont jamais eu à être auditionnés. C'est pareil pour le Parlement. Qui accorde des charges aux membres du Parlement, qui sont aux membres du Parlement, surtout particulièrement les deux bureaux qui eux aussi sont impliqués dans la gestion des fonds publics. Encore les membres du bureau. Une assemblée. Donc, on comprend qu'il y a urgence à ce que la question de reddition des comptes soit vue sous un autre angle. S'il est vrai que le Parlement est compétent et ne fait pas bien son travail, mais il se trouve aussi que certaines institutions, les moyens de rendre compte pour certaines institutions ne sont pas clairement établis. Il y a urgence à ce qu'une réforme soit faite à ce niveau.
Recommandation. Nous avions certes identifié les faiblesses, l'ingérence politique dans la production des comptes, l'impunité persistante et le dysfonctionnement récurrent des institutions publiques. Il nous faut, parmi les mesures à prendre, garantir effectivement l'indépendance et la neutralité des instances de contrôle. Les instances de contrôle ne doivent pas être soumises à l'autorité d'aucun pouvoir. Elles doivent, en toute indépendance et neutralité, assumer leurs responsabilités. Il faut aussi penser à appliquer les sanctions prévues sans distinction. Et pourquoi pas les citoyens, principaux bénéficiaires de la politique gouvernementale et victimes aussi de cette mauvaise gestion, doivent jouer leur partition en dénonçant la mauvaise gestion des fonds publics et pourquoi pas décourager les mauvaises pratiques. La population, les citoyens et citoyennes ont une grande responsabilité à jouer pour forcer les autorités, qu'elles soient de l'exécutif, qu'elles soient du Parlement, à assumer pleinement leurs responsabilités en matière de reddition des comptes. Non. Avancez. Avancez. OK, recommandation. Et là, il est recommandé, dans les recommandations, je pense que s'il s'agit d'un sommet international pour la mode, il y a une légère cassure par rapport à l'Internet. On va revenir parce que le président va finir tout de suite. On va aller tout. OK. Moi, je crois, parmi les recommandations que je peux faire, il faut que la question relative à la reddition des comptes, et notamment l'article 21. L'article 21, les biens de l'État confiés à sa gestion est un crime de haute trahison. Mais par contre, pour juger un crime de haute trahison, c'est la haute cour de justice. À quel niveau que la cour de est compétente? Pendant que le fonctionnaire est encore en charge, ou bien quand il aurait laissé ça. Pour certains actes, la cour de justice intervient quand le reste est encore en fonction. Alors moi, ce qui est en charge jouit de ce qu'on appelle une immunité politique. Il n'a pas besoin d'être protégé. Il va poser des actes, notamment qui vont causer des préjudices à autrui. Pendant qu'il est en fonction, il ne veut pas être poursuivi. Il a besoin d'être protégé quand il aura laissé sa fonction. Or, puisqu'il y a un débat sur cette question, je crois le mieux c'est de clarifier le moment où la Haute Cour de justice doit intervenir en matière juridictionnelle pour juger le président de la République, le Premier ministre et les ministres. Deuxièmement, il faut clarifier à travers un texte de loi que la décharge est annuelle. Le Parlement ne peut pas s'amuser à maintenir en permanence des dizaines de citoyens honnêtes qui volontairement se sont mis à servir leur pays et utiliser la décharge comme moyen de les empêcher, non seulement pour miner leur crédibilité, mettre leur dignité en péril et même leur bien, parce que l'hypothèque légale, ne sera pas levée tant qu'ils n'ont pas obtenu des charges de leur gestion. Ce qui veut dire que ces citoyens-là, dans cette attaque permanente, ne peuvent pas favoriser les gens
acceptent de servir le pays à des postes ministériels. S'il est vrai qu'il faut criminaliser les dilapidateurs, s'il faut sanctionner ceux qui gaspillent les fonds publics, ceux qui volent les fonds publics, ceux qui s'enlisent dans la corruption, mais il ne faut pas profiter de cette obligation de reddition des comptes pour punir des citoyens honnêtes dans ce pays. Je pense aussi, comme recommandation, qu'il nous faut dématérialiser la chaîne de dépenses publiques en la rendant acceptable en ligne. Ça permettra de diminuer ce qu'on appelle le parcours du combattant et permettre de mieux assurer la traçabilité des fonds publics. Et encourager les citoyens à participer activement dans les campagnes de dénonciation de tous ceux impliqués dans des scandales de corruption. Renforcer le rôle de la Cour de contrôle de la gestion budgétaire. Donc, ils n'entendent pas François. Not hearing anything. C'était le dernier? Oui. C'est bon. Hein? Non. Ça. Je vous remercie de votre attention. Je sais que c'était un peu long, mais il m'a fallu une meilleure participation à partir de vos questions à laquelle je plie volontiers à répondre. Merci à vous. Merci, Président, également aux participants. Mais c'est le moment des questions. Mais avant que on commence à les questions que je vous invite à soit écrire dans le chat ou à lever la main pour la parole directement. Il est important de récapitulation des différents éléments qui sont exposés dans le cadre de votre intervention. Nous avons passé l'objet de la rédaction des comptes. Nous avons vu aussi l'importance et les conséquences que peuvent venir à l'absence de gestion des comptes. Nous avons regardé par rapport aux prérogatives attribuées, identifiées ou de chambre, les prérogatives communes et les prérogatives propres. Nous avons insisté aussi sur l'importance et la finalité du contrôle de l'action gouvernementale. Parce qu'en matière de gouvernance politique, en matière de gouvernance économique, on gère le quantité. Le premier principe en matière de gestion de cité, c'est la transparence, parce qu'on dirige au nom de la cité. Et on a vu également les principaux axes de contrôle, les textes juridiques qui régissent la reddition des comptes en Haïti, le contrôle des finances publiques, les types de décisions possibles à la faveur des contrôles, mais aussi on a insisté sur les différentes contraintes liées à la reddition des comptes en Haïti, notamment le conflit qui existe entre les principales institutions qui sont impliquées dans la question de la reddition des comptes en Haïti, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit le Parlement, et très souvent l'action de l'exécutif qui veut faire ingérence dans le rôle de ces institutions en perspective de sécurité politique ou en fonction des velléités des différents acteurs qui sont eux-mêmes à l'intérieur de ces institutions qui sont impliqués dans la gestion des comptes. Au final, on a vu la nécessité des réformes, qu'il y ait des réformes, des recommandations qui ont été faites pour que la reddition des comptes soit une réalité en Haïti. Maintenant, je pense que c'est à vous maintenant, les différents participants, d'évoquer les questions qui vous préoccupent. Encore une fois, vous pouvez soit écrire dans le chat, soit lever la main, la parole vous sera accordée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En premier lieu, la parole sera accordée à Aoudi Richard, à son micro, et nous insistons là-dessus que les différents intervenants aillent droit au but, parce que le temps nous fait la guerre, autant aller droit au but directement avec les questions, pas la peine de faire les grandes envolées des questions, allons-y directement aux différentes questions. Merci beaucoup. Richard, vous avez la parole. Et merci, monsieur le modérateur. Je salue notre président et merci pour votre... Vous m'avez pas entendu? Et là maintenant. Ok, merci, monsieur le modérateur.
Je salue le monsieur Prévert, notre président, notre ex-président. Merci pour votre littérature grise que vous venez de nous donner et sur la gestion des fonds, spécialement au Parlement. Mais j'ai une question. Jusqu'à quel point la culture du marchandage politique au Parlement haïtien dénature-t-elle le contrôle des lois de finances pour en faire un instrument de corruption au lieu d'un outil de transparence? Jusqu'à quel point la culture du marchandage politique au Parlement dénature-t-elle le contrôle des lois de finances pour en faire un instrument de corruption au lieu d'un outil de transparence? Merci, Monsieur le Président. Eh bien, vous pouvez couper votre micro, monsieur Richard, s'il vous plaît. Merci. La Constitution fixe les prérogatives de chacun des trois pouvoirs constitutifs de l'État. Le président de la République, chef de l'État, chef du pouvoir exécutif, candidat à la présidence, fait des promesses, mais sous l'empire de cette constitution, il ne lui revient pas de mettre en vigueur sa vision politique, son projet politique, son programme politique, ses promesses électorales. Il a besoin d'un premier ministre pour la mise en œuvre de son action politique, pour l'exécution de ses promesses. Et ce premier ministre, selon la Constitution, est l'émanation du Parlement, est responsable devant le Parlement. Le premier ministre conduit la politique gouvernementale et est responsable devant le Parlement. Un gouvernement a forcément besoin d'une majorité au Parlement. C'est une condition essentielle pour les régimes mi-parlementaires, mi-présidentiels. Donc, malheureusement, tous nos présidents ou bien tous les présidents des années ne sont pas arrivés au pouvoir à travers un parti politique. Ce sont des citoyens habités par le désir de servir leur pays, très probablement ignorant même le constitutionnel, qui se retrouvent du jour au lendemain président de la République et qui doivent négocier avec un autre pouvoir, qui est le pouvoir législatif. Est-ce que négocier avec un autre pouvoir veut dire marchandage politique? Convaincre des parlementaires pour dégager une majorité pour faire voter son programme politique, pour faire vote politique. Si le président choisit avec les parlementaires pour nommer un gouvernement, l'opportunité de répondre aux besoins des différents circonscriptions d'où viennent ces mandats.
C'est là qu'il faut poser la question. Que les besoins que vous êtes encore là? Oui, je suis là, Président. Et écoute, Président, vous n'êtes pas sans savoir. Intervention du président. Oui, mais j'ai une petite commentaire, et est-ce que vous permettez parfaitement? Mais il paraît que vous avez répondu littéralement. Mais ma question se pose. Vous n'êtes pas sans savoir, dans l'émission Les Points, de vos pères, William Joseph, était à cette émission, faisait la des lois de finances. C'est là ma question. L'essence de ma question, c'est là cette marchandage politique. C'est à travers l'un de vos pères qui était à cette émission. Je comprends la façon dont vous avez répondu. Mais écoutez, Vous avez perdu. Je ne sais pas si vous avez. On va garder votre commentaire, on va revenir vers vous. La parole est accordée à M. Alcatel Joltab. Il a levé la main. Il y a quelques minutes. Mais si. Allô? Oui. Monsieur Alcatel, vous avez la parole, oui. Oui, on vous entend. Allez-y. Est-ce que... OK. Et moi, j'ai une grosse salutation avec l'équipe Haïti Transformée et une salutation très spéciale avec et intervenant nous, président nous, Joseph Rivet, qui fait un magistral exposé concernant la reddition de compte et règlement de compte. Ça, c'est vraiment félicité. Non pas c'est puis c'est la cellule privée et c'est pas cellule l'équité puis c'est mal. Et par rapport avec l'intervention des questions depuis la donne et ils ont une immunité et on dit qui est le pouvoir qui jouit de l'autre, qui est-ce qui jouit de l'immunité politique et qui est-ce qui jouit de l'immunité constitutionnelle. Ça est question. Très bien, merci. Merci de votre question. Ayez l'amabilité de couper votre micro, s'il vous plaît. Entre l'immunité politique et l'immunité constitutionnelle. Et si toutefois la différence existe, quelles personnalités, quelles commis de l'État peuvent jouir de ces deux types d'immunité? OK. Question. Est-ce que pendant un monde ministre, il est encore en fonction, il ne pas commettre un crime de flagrant délit, est-ce que vous arrêté par le fait que deux monde dénoncent? Alors que la Constitution a dit, il y a un monde qui volait, bien que l'État confie à la gestion, il commet un crime de haute trahison. Crime de haute trahison, il est passible de la haute cour de justice.
Moi, je fais différence ça. Pour m'expliquer deux choses. Un ministre, il vient pour prendre des décisions qui créent des préjudices à autrui. Un président, il prend des... Et un gouvernement a besoin de construire l'hôpital. Besoin de construire l'hôpital. Quand on permet d'exproprier mon pour cause d'utilité publique, qui est alloué au ministère de la Santé publique pour construire un hôpital. Est-ce que le président qui te prend à poursuivre les pour lui? Et moi dit, article 186, il y a un objectif protéger mon cap serviteur pour décision qu'on prend dans le cas d'attribution. On va aller plus loin. Il y a un ministre qui demande des charges. Parlement, c'est lui qui est respecté dans la salle. Pour des charges, arriver dans la salle, c'est un seul grand sénateur qui a fait majorité à balancer. Il vote contre. Et c'est votre sénateur ça qui fait 1500 par une des charges. Est-ce que les sénateurs, ça pas sénateur encore, est-ce que moun ça pas une des charges, est-ce que le cas persécuté? Donc, les moun en fonction, toute décision il prend dans le cadre de sa fonction, condition protéger le bouillon. Et c'est ça que je voulais expliquer. Mais pendant ce temps, si on fonction, est-ce que mal avec yo arrêter pendant l'IA en fonction? C'est ça qui était politique là. Par exemple, en 2011, le ministre a convoqué il faut convoquer un ministre. Pas de rapport, pas d'enquête qui menait, son dénonciation publique, une organisation qui dit la défense droit moun, il dit que tel ministre par le fait qu'il baille un contrat à tel groupe de monde, ils sont actes de corruption. Et puis le commissaire doit vraiment convoquer. Est-ce que c'était normal? Et c'est de ça me fait différence entre les deux. Merci un peu. Jimmy, on ne vous entend pas. Vous ne m'entendez pas? Allô? Oui, c'est bon, vous pouvez intervenir, allez-y. D'accord. Alors, merci, Monsieur le Président, pour votre intervention et c'est très enrichissant. Et à plusieurs reprises, vous avez fait mention de l'incapacité du pouvoir à faire appel à des experts ou encore à des personnes qualifiées pour répondre à un ensemble d'exigences. Bon, cette incapacité-là, c'est plus une question économique. Mais alors, ça que moi-même, mon gain comme question sous aspect économique, là, c'est nous connaissons en plein que question prélèvement fiscal, c'est un ensemble d'éléments qui est important, impôts, taxes, qui est capable de permettre que, eh bien, Trésor public gagne suffisamment de fonds pour que le service public là mieux fonctionner. Et nous connaissons tout, gagnons un ensemble de problèmes dans le cadre de prélèvement fiscal ça en Haïti, parce que citoyens, ils n'ont pas payé impôts, et on a un ensemble d'entreprises qui n'ont pas payé impôts. Qui stratégie qui t'a doué faite pour que Trésor public là, tu es capable d'employer des moyens pour contraindre les citoyens à payer impôts pour que le Trésor public soit capable suffisamment riche pour répondre à un ensemble de besoins? Merci, Jimmy. Et
Effectivement, moi te dit que Sénat République là qui me fait 5 ans là-dedans, il a attribué à chaque sénateur 60 000. Qui expert ou pral joindre, qui pral chita, oui. Qui pour accompagner notre travail parlementaire. Pas quoi que avec 60 000 goudes, ou cap joindre une véritable expertise qui dédie total parlementaire pour 60 000 goudes. Même si vous avez 2 ou 3 consultants, c'est pas avec ça qu'on parle un vrai parlementaire. Si d'avance ou même en tant que tel, ou pas doté d'une certaine expertise dans la formation académique. Et deuxièmement, et ça c'est ce que le Parlement dispose comme accompagnement à ses membres. Deuxièmement, audit Cour des comptes qui c'est une attribution Sénat selon décret 23 font appel d'offres d'une firme privée pour auditer la Cour des comptes. Et lorsque moi-même, pour la première fois, en tant que président de la Commission économie et finances du Sénat, m'a été introduit une telle initiative, la firme qui a été retenue, c'est un budget qui était dépassé capacité Sénat pour nous répondre à elle. Donc, on quitte le tombé. Maintenant, explication bayo justifier effectivement faiblesse l'État. Et m'a fait 2 commentaires. Budget exercice 2025-2026 là, que le gouvernement a voté. Et pour sur le relèvement fiscal, l'a rapporté 58 milliards de goudes. Si nous diviser 58 milliards de goudes de recettes provenant de l'impôt sur le revenu par 7 millions haïtiens qui ont plus que 18 ans, à peine si chaque haïtien compte pour 7 500 gouttes pour année à l'assiette fiscale. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 7 500 gouttes de contribution? Deuxième, les recettes domestiques, ce que DGI avec la douane a collecté, a rapporté 145 milliards
l'assurer fonctionnaire. Et masse salariale, secteur public là, pour payer salaire 100 022 fonctionnaires de l'État, ça prend 48% des ressources domestiques. Or, 48% ressources domestiques, ça la moyenne des salaires dans le secteur public est de 40 000 gouttes. Donc, vous comprenez, s'il faut vraiment de moyens financiers pour répondre à tout besoin population, avoir de bons cadres qualifiés, faire fonctionner l'État de la façon la plus efficace possible, répondre à effort supplémentaire l'État, les défaillants en matière de services publics. Peuple a plaigné ça que l'État doit comme service qui pas joindre. Deuxièmement, lorsque la corruption payer impôt et la reddition des comptes pour moi, c'est pour nous faire cheval de bataille, nous, pour nous moraliser la vie publique, pour nous permettre que l'homme fonctionne, autorité de l'État, autorité publique, livre mal gérer les fonds à sa disposition, qu'il y ait moyen pour sanctionner pour ça. Et qu'il faut rendre compte de ça, le fait de ressources publiques. C'est là que nous rendons reddition des comptes là effective et que nous la population service que l'État doit là, c'est les ça, nous qu'à inciter les citoyens à payer plus d'impôts. Tout autant que nous pas résoudre deux problèmes ça yo. Faire des choix, c'est comment être fiscal 235, c'est lui qui va joindre l'État pour son fonctionnement. À peine 10 milliards pour pour investissement. Qui investissement nous fait avec 10 milliards de gouttes? Est-ce qu'il nous faut seulement payer des impôts pour nourrir les fonctionnaires de l'État? Ou bien il faut payer des impôts pour nous permettre d'avoir accès aux services publics? C'est là nous jouons un service public, l'État devient moins vorace en termes d'utilisation des ressources publiques, c'est à ce moment-là que les citoyens a payé. Donc, l'État se doit d'abord d'assurer la bonne gestion des ressources collectées et les utiliser pour répondre aux attentes des citoyens. Merci Jimmy pour cette importante question. Merci. Parole accordée à Daniel Veillard qui a la main dans le titre. Daniel Veillard, pour poser directement votre question. D'accord, merci. Je suis River pour cet exposé magistral dans le cadre de cette formation. Alors, ma question est la suivante. Alors, quand l'exécutif contrôle le Parlement, la fonction volée dans la question là, moi, je connais, est-ce que le Sénat qui s'érige en haute cour de justice destitue ou il maintient et juge le fonctionnaire qui est accusé de une infraction qu'il fait dans l'exercice fonctionnel? L'exécutif ne contrôle pas le Parlement. L'exécutif fait obstacle au contrôle parlementaire. Comment l'exécutif fait obstacle au contrôle parlementaire? Ça fait 6 ans que nous pas un Parlement, mais le pas innocent. Ce qui s'est empêché en janvier 2017
pour te faire élection pour renouveler un tiers au Sénat de la République. Il n'a pas fait. Qui ça t'empêche? Il fait élection en octobre 2019 pour renouveler un autre tiers du Sénat et la totalité des membres de la Chambre des députés. Il n'est pas fait. C'est le deuxième lundi de janvier 2020 qui quand l'exécutif a sciemment choisi de ne pas organiser des élections, ce n'est pas une démarche innocente. Ça s'inscrit dans une logique de provoquer le vide parlementaire afin de s'approprier les prérogatives que la Constitution ne lui reconnaît pas. Et vous pouvez le comprendre quand que le Parlement est devenu la Constitution du pays. Vous comprenez? Vous comprenez, ce n'est pas seulement de prendre le contrôle du Parlement. Les différents pouvoirs exécutifs s'accommodent mal du Conseil constitutionnel. Je vais répéter pour vous. Les différents pouvoirs exécutifs s'accommodent mal du Conseil constitutionnel. Ils veulent être dépouillés du Parlement pour s'octroyer des pouvoirs du Parlement, ce qui est interdit par la Constitution. Deuxième volet de question, c'est qui s'altère encore? Est-ce que vous pouvez répondre à votre question? Ok, de justice, est-ce que les juger ou bien le destituer aux fonctionnaires là? Ok, le Sénat exerce son contrôle juridictionnel. C'est encore le contrôle parlementaire qui se juridique. Et le Sénat, dans ses dispositions, peut prononcer la destitution, sa déchéance et interdire toute fonction politique pendant un certain nombre d'années. Cependant, la condamnation ne s'arrête pas là. Le condamné sera désormais transmis à la juridiction de droit commun pour l'application des autres peines et pour la conduite de l'action civile. Le Sénat, c'est un recours de justice et pour l'institution et la déchéance. Mais crime ça qui commet là, le condamné par la recours de justice va devoir répondre des tribunaux. Eh bien, on va prendre une dernière question et cette fois la parole est accordée à un Samsung SM A055F. Ouvrez votre micro et posez directement votre question, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui, allez-y. Allez-y. Bonjour, Président Privert. Bonjour, toutes les assistants. Moi, c'est Belize Benz. C'est mon plateau central. C'est Kakavajal.
Et nous félicitons le président Privé pour le travail que ça va faire et éclairer tout le monde sur la question économique. Et question pas pour comme vous connaissez ou à la fois un fin connaisseur de pouvoir exécutif là et pouvoir législatif là. Donc ça veut dire que ou briller toute échelle dans le pouvoir exécutif là et ou t'es président de l'Assemblée nationale en même temps tout. Et maintenant, est-ce que vous pas qu'à garder qui obstacle pour un pouvoir ça yo, qui fait que le pays a pas arriver qu'à planifier développement, planifier économie, planifier et budget mieux afin que il capable atteindre crise. Maintenant, qui obstacle qui fait ça? Est-ce que c'est pas gourmandise parlementaire et parce que dans trois dernières législatures, donc il y a plus critique par rapport à la corruption qui y a et dans le fait de regarder le monde des députés, des sénateurs, où est tout riche, exponentiellement riche, de quoi sur ça, qui regarder qui rapport qui y a de corruption entre l'exécutif là avec le législatif là et qui mesure qu'après pour nous redéfinir ça, pour nous gouverner contre corruption tout bon vrai et pour gagner redevabilité et puis pour nous aller plus loin. Merci président Privé. Monsieur le Président, votre micro est coupé. Et où m'étonne? Ou t'es dans tes premières parties questions? Réponse moi. Allô? Ok. Je peux continuer. Oui, allô, président Privé, je m'attends de premier. Déjà commencé à mal passer. Et tout géopolitiquement, c'est déjà élu ça encore au cours des 30 dernières années. C'est ça qui arrive au sommet de l'exécutif. Qu'est-ce ça qui arrive au Parlement de ces deux branches? C'est lorsqu'ils sont arrivés face à la dure réalité du pouvoir, ils vont faire face à deux contraintes. Premièrement, ils n'ont pas maîtrisé quel niveau de responsabilité ils ont gagné. Et deuxièmement, ils n'ont pas maîtrisé quelles ressources ils ont gagné par rapport à la promesse qu'ils ont fait. Nos parlementaires, ils promettent la population, ils ont construit route, ils ont construit l'hôpital, il y a pour centre de santé. Et nous-mêmes, toute population, nous avons un petit bagage dans le mail. On l'a arrivé au niveau du Parlement. Ils ont comprendre, ils ont une mission. Première, c'est représenter nous.
Deuxièmement, c'est voter loi. Troisièmement, c'est contrôler le gouvernement. Ils ne sont pas des agents de développement. Ils ne sont pas des agents de développement. Si pour nous, on est agent de développement, automatiquement, ils travesti responsabilité, ils viennent tourner des agents de l'exécutif. En quelque sorte, ils ne sont pas capables de contrôler l'exécutif. Ça, c'est la première faiblesse au niveau des membres du Parlement. De 1991 à nos jours, tout le monde qui vient président pays, ses premières fonctions dans l'État. Et malheureusement, ils arrivent au plus haut sommet de l'État sous base d'un slogan. Ils n'avaient pas une vision. Ils n'avaient pas un projet. Ils arrivent avec toute leur bonne volonté, toute leur patriotisme, toute leur envie de faire bien. Mais malheureusement, ils vont être confrontés à la dure réalité de la gestion du pouvoir et des faibles capacités de l'État à répondre à l'ensemble des attentes. Donc, vous comprenez, pendant que vous demandez des députés à faire route, pendant que des sénateurs pour construire des écoles, à ce moment-là, vous demandez renoncer à prérogative de contrôler le gouvernement pour entrer dans une forme de compromis, pour ne pas dire compromission avec l'exécutif. Soit Mandela, pour le joindre, il faut le négocier avec l'exécutif. Depuis le négocier, il a perdu toute neutralité, tout pouvoir pour le mettre le gouvernement en difficulté. Ça, c'est une. Pour nous sortir là-dedans, il faut nous accepter, voter, candidats qui ont une vision pour le pays. Jodi a, pays a pas qu'à continuer à gérer de fa au petit bonheur. C'est la raison pour laquelle, depuis presque 5 ans, moi attelé à offrir à la communauté une vision de long terme du pays. Comment sortir notre pays de cette longue crise? Comment sortir notre pays de cette pauvreté dégradante? Comment offrir à la jeunesse de notre pays un avenir meilleur? Comment lui offrir un projet de société? Comment lui offrir une vision positive, c'est-à-dire sur le long terme? Et cette vision que m'a essayé de convaincre les citoyens, c'est chemin ça peut y apprendre, c'est cette vision transformatrice d'Haïti. Une Haïti transformée au horizon 2054. De sorte que pendant 30, 25 à 30 ans, il faut dire, mais qui côté nous voulons avec le pays. C'est pas chaque monde vient faire petit coup par l'aller et pour l'autre faire petit coup par l'aller. Faut que nous entendions, mais qui côté nous voulons mener le pays. Faut nous tous nous d'accord, pays a pas arrêter gens là. Or, forme d'aujourd'hui, il y a 3 façons nous voir pays. Gon groupe moun k'ap dou à Haïti. Et qu'on s'arrête tout rouillé. Pas rien Haïti plutôt nous l'aide nous là. Il va bien changer. Gon l'autre k'ap dou bon, m'pa konn kalpi ba que ça. En attendant, pas de personne nan nous qui t'a connaît que jodi a Port-au-Prince t'a encerclé par des gangs armés et coupé du reste du pays ou dans le plateau central. Jodi a, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, pas de monde qui tape du monde plateau central, pas qu'à venir Port-au-Prince. S'ouvre le vin Port-au-Prince, faut monter au Cap pour prendre un avion pour entrer Port-au-Prince. Donc, si nous pas faisons cette vision pessimiste, nous pas qu'à le piba, pays a continué à effondrer, jusqu'à ce qu'un jour il disparaît. Et c'est pas que les États failli. Jodi a, nous pas qu'à dire qu'ils sont États failli, parce que qu'on veut, qu'on pas veut, si nous qu'a fait sommet ça matin là. Nous avons dit son pays qui est encore vivant malgré certaines difficultés. Mais si nous ne pas fait, il est allé plus bas. Or, entre ces deux visions, fataliste, ça Haïti, c'est comme ça l'a toujours été, pessimiste, nous pas allé plus bas, nous avons fait choix, oui, nous avons transformé. Mais nous avons transformé comme on a fait. Recording stopped. Ensemble, nous dit, mais qui côté nous parle avec le pays. Et c'est off politique ça, que pendant presque 5 ans, m'a rencontré divers compatriotes, m'a discuté, m'a présenté, me dit mais qui chemin pour nous prendre pour nous sortir pays irréversiblement de ce chaos, de cette anarchie
que lié là-dedans. Avec ça, nous avons l'autre pays, côté tout le monde qui vit dans le monde. Mais, attention, pas qu'un sauveur providentiel qui a fait pour nous. Transformation pays, c'est dans main nous lié. Ça nous dit aujourd'hui, pas personne qui a une clé magique là dans main. Aujourd'hui, a sorti pays de cette longue transition, sorti pays de cette crise, offrir à la jeunesse un avenir meilleur, permettre à tout Haïtien qui vit dans le pays tant que monde, nous dit, faut nous faire dans le cadre d'une vision politique, d'une vision de long terme, et c'est à engagement ça que m'invitez nous. Et m'a dit nous tous, on fait ensemble. Merci un peu. Mesdames et messieurs, ici se termine ce deuxième panel et de la deuxième édition, de la quatrième journée de la deuxième édition du Sommet national pour la modernisation Haïti. Et je profite l'occasion pour remercier encore une fois le président Privert d'avoir répondu à l'invitation de magistrat Rebecca Luc pour animer ce panel. Et je vous remercie également parce que vous êtes restés connectés avec nous malgré les difficultés techniques qui ne dépendaient pas, bien évidemment, de notre volonté. Aujourd'hui, on a parlé du rôle du Parlement dans la reddition des comptes. La raison est simple. Le principe fondamental qui fonde la gouvernance d'un pays, c'est la transparence. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on dirige au nom de la cité. Par contre, la dynamique de reddition des comptes en Haïti se heurte à certaines entraves, lesquelles entraves ont été passées au peigne fin aujourd'hui. Et on veut insister sur les flous juridiques qui existent entre les principales institutions en Haïti impliquées dans la reddition des comptes. Ce qui, pour moi, constitue ce que je pourrais dire un cahier de charge pour la prochaine législature en Haïti pour voir comment régler ces anomalies de telle sorte que on puisse vraiment arriver à un check and balance en Haïti, l'équilibre entre les différents pouvoirs de l'État, l'équilibre entre les différentes institutions impliquées dans la reddition des comptes, la limite et la responsabilité véritable de chaque institution qui doit être clarifiée. Merci encore une fois à vous tous et à vous toutes. On vous donne rendez-vous demain à partir de 9h30 pour deux autres panels. D'abord, demain matin, à partir de 9h30, vous aurez rendez-vous avec M. Yvon Janvier autour de l'efficacité répressive et de la protection des droits humains. Ensuite, vous aurez rendez-vous avec M. Franklin Benjamin autour des enjeux de l'éducation à la citoyenneté et aux droits dans la dynamique de la modernisation du droit en Haïti. Je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée. Je ne sais pas si le président Privert aurait un dernier mot. Ok, je remercie Benzico, je remercie magistrat Rebecca et à nous même nous tous qui t'ai participé dans la présentation, ça moi dit nous merci pour le temps que nous t'ai consacré pour nous tendre et nous tous qui t'ai opportunité poser une question, moi répondre, ça permet que échange t'es enrichissant qui montre que pendant que tu as fait présentation, tu as dormi, nous t'as suivi pas à pas, c'est ça qui justifie, nous t'es assez d'intervention. Merci à tous et à toutes. Et encore une fois, on vous donne rendez-vous demain à partir de 9h30 à travers ce même lien pour la suite de la deuxième édition de ce sommet international sur la modernisation. Au revoir à tout le monde, ça a été un plaisir. Merci beaucoup.